Bonjour à tous. 20 ans de prison pour Hervé Granier accusé d'avoir tué l'amant de sa femme. Explication dans cette vidéo. Hervé Granier est excédé. Pourquoi Caroline ne monte-t-elle pas se coucher? Le quadragénaire redescend dans le salon et l'aperçoit dans la salle de bain. Elle est toute nue, son smartphone à la main. Le démon de la jalousie le reprend aussitôt. Est-elle en train de prendre des selfies coquins pour son amant? Bon, tu fais quoi? L'interpelle-t-il sèchement. Caroline sursaute. Elle sait bien ce qu'il veut. Résignée, elle le suit dans la chambre, à l'étage, et s'allonge sur le lit. Puis elle se laisse faire, comme d'habitude. L'étreinte est rapide, sans tendresse. Mais cette fois, quand il se retire, elle ne peut s'empêcher de pleurer. En voyant ses larmes couler, sans doute Hervé comprend qu'il s'est planté sur toute la ligne. Lui qui croyait profiter du confinement pour la reconquérir. Il a beau lui faire l'amour, elle subit ses caresses sans réaction, sans plaisir. Il enrage. Sans doute pense-t-elle à ce Frédéric, leur plus proche voisin, qui sait comment s'y prendre. Mais Caroline s'est déjà endormie. Hervé reste un moment étendu près d'elle. Puis soudain, il se relève. Il n'en peut plus, de cette situation. De savoir ce type à côté. Il faut crever l'abcès. Il est un peu plus de 1h du matin, ce vendredi 10 avril 2020. Le lieu-dit La Marolière, dans les Deux-Sèvres, est plongé dans le silence. Hervé sort de la maison et s'enfonce dans la nuit, une lampe torche à la main. Vers 2h du matin, Caroline est réveillée en sursaut. Hervé l'appelle d'en bas. Il a une drôle de voix. Elle descend. Il est en train d'arpenter le salon, l'air hagard. Il a des traces de sang sur les mains et le nez, et un pansement à un doigt. En un éclair, elle comprend. Qu'est-ce que tu as fait à Fred? Hurle-t-elle en le frappant à l'épaule. Puis, sans attendre de réponse, elle se précipite dehors. De grandes flammes montent dans la nuit. Sur la parcelle voisine, le mobil-home de Frédéric n'est plus qu'un brasier. En panique, la jeune femme appelle la gendarmerie et les pompiers. Hélas, il n'y a plus rien à faire. Frédéric Bois-Grolier, 47 ans, a péri dans l'incendie. Hervé est interpellé. On retrouve dans sa poche un briquet appartenant à la victime. Le crime semble signé. Caroline, en l'espace d'une nuit, vient de perdre son amant et son mari, aussitôt placés en détention provisoire. 3 ans plus tard, le 4 juillet 2023, Hervé Granier pénètre dans le box de la cour d'assises des Deux-Sèvres, à Niort, pour y répondre de meurtre. Âgé de 50 ans désormais, grand, osseux, le crâne rasé et une barbe de 3 jours, il fuit les regards des proches de sa victime, soudés sur le banc des parties civiles. Depuis le début de l'instruction, il n'en démord pas, jamais il n'aurait eu l'intention de tuer Frédéric Bois-Grolier. Reste à en convaincre les jurés? La cour passe rapidement sur son CV. Élevé entre un père CRS autoritaire et une mère effacée, l'accusé multiplie les boulots. C'est en 2010 qu'il s'installe avec sa femme et leurs 2 filles dans cette maison de Saint-Pardoux, qu'il va restaurer de ses mains. Très impliqué dans la vie locale, il passe pour un bon époux et un bon père. Mais ce n'est pas la vie de Caroline. Témoin principal du drame, la mère de famille s'approche de la barre, ses cheveux grisonnants attachés en chignon, de fines lunettes rondes sur le nez. Elle s'exprime sans haine mais d'une voix ferme. Il me rabaissait tout le temps, raconte-t-elle sans un regard vers son ex-mari. Il me disait que je n'étais rien sans lui. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est ce jour de 2019 où il m'a traité de pauvre fille devant les enfants. Je me suis soudain rendu compte de l'emprise qu'il avait sur moi. Dans son box, l'accusé lève les yeux au ciel et fait non de la tête. Au mois de juin, j'ai entamé une procédure de divorce sans rien lui dire, poursuit-elle sans ciller. Quand je lui ai annoncé que je demandais la séparation, à la fin de l'année, il a essayé par tous les moyens de me retenir. Je lui ai dit que c'était trop tard. J'avais trouvé un appartement à Mazières-en-Gâtine, à 5 minutes de là. Il semblait accepter le divorce, et on s'est mis d'accord sur la garde des filles, qui avaient à l'époque 15 et 8 ans. Mais en mars 2020, la pandémie de Covid frappe le monde. Comme des millions de Français, les 2 époux en pleine rupture se retrouvent confinés. Pour Caroline, la situation est d'autant plus ennuyeuse qu'elle n'a ni Internet ni la télévision dans son nouveau logement. Par commodité et pour le bien des filles, je suis revenue vivre dans la maison de Saint-Pardoux, explique-t-elle. Mais je lui avais bien dit que ma décision était irrévocable et que je le quitterais à la fin du confinement. L'assistante maternelle, entre-temps, a fait la connaissance de Frédéric Bois-Grolier, le voisin. Comment a-t-elle séduit ce célibataire de 47 ans, solitaire, rêveur, amoureux de la nature? On l'ignore. À l'époque, Fred était en train de construire une yourte sur son terrain, explique-t-elle. Il travaillait beaucoup et se couchait tôt. Tous les soirs, on se souhaitait bonne nuit par SMS. La présidente, Marie-Noëlle Billaud, aborde sans attendre la question qui fâche. Vous continuiez à avoir des rapports sexuels avec votre mari? Caroline baisse la tête.
Je ne l'embrassais plus, je ne le touchais pas. J'attendais que ça se passe. Je le laissais faire. En général, ça ne durait pas longtemps. L'avocate de la défense, maître Stéphanie Bremeau, s'engouffre dans la brèche. Dans la tête d'un homme, continuer à avoir des rapports sexuels, ça peut signifier qu'il reste un espoir, non? Caroline, à bout, explose. Oui, je culpabilise énormément, si c'est ça que vous voulez savoir. D'ailleurs, notre dernier rapport sexuel n'a pas duré longtemps et j'ai pleuré. Il a vu mes larmes. Ça a peut-être été le déclic dans sa tête. Avec le recul, je me demande si, ce soir-là, il n'a pas voulu marquer son territoire avant d'aller voir Fred. Alors que l'avocate évoque un trio amoureux malsain, la présidente la coupe, agacée. On a compris, maître. Lui dit-elle. Mais je vous rappelle que ce n'est pas le procès de madame. Puis elle donne la parole à l'accusé. Je ne sais pas par quoi commencer, commence-t-il, l'air penaud. Oui, il y avait de la jalousie. Et il éclate en sanglots. En février 2020, j'ai découvert sur le portable de Caroline un message avec des cœurs et des bisous. Le contact affichait un prénom de femme, mais j'ai vite compris qu'il s'agissait d'un homme. C'était le voisin. Ça durait depuis des mois. Je n'ai plus pensé qu'à ça. N'avez-vous pas dit à votre femme que vous acceptiez cette relation? Si, c'est vrai, je l'ai dit. Mais en fait, je n'acceptais rien du tout. J'étais triste. Quand elle est revenue vivre avec nous au début du confinement, j'ai eu beaucoup d'espoir. Et si vous nous parliez du soir du 9 avril? Le relance la présidente. Après ce rapport sexuel, j'ai vu Caroline pleurer. Je me suis dit, il faut que j'aille voir Frédéric pour lui dire de partir. Quand je suis arrivé devant son mobil-home, il y avait de la lumière. La porte n'était pas fermée à clé. Je suis entré. À ce moment-là, il est sorti de sa chambre. On s'est retrouvés face à face. J'ai commencé à l'invectiver. La suite est laborieuse. L'accusé s'égare dans les détails. Je l'ai repoussé, on est tombés tous les deux. Je l'ai vu prendre quelque chose et j'ai ressenti une douleur. J'ai compris que c'était un couteau. Je lui ai arraché des mains et je l'ai frappé plusieurs fois pour me défendre. Il m'a dit, je vais crever. J'ai tout lâché. C'est là que j'ai remarqué que durant la bagarre une bougie qui lui servait d'éclairage avait mis le feu à la banquette. Je suis sorti. J'ai voulu retourner à l'intérieur pour le tirer de là, mais je n'ai pas pu, il y avait trop de fumée. Et son briquet, vous l'avez récupéré comment? Je m'étais accroupi à cause de la fumée. J'ai senti le briquet sous ma main et je l'ai glissé machinalement dans ma poche. La présidente accueille ces explications avec une moue dubitative. Depuis 3 ans, vous répétez que vous n'avez jamais eu l'intention de tuer Frédéric, insiste-t-elle. Mais on voudrait bien comprendre ce que vous alliez faire chez lui à 2 heures du matin. Notez bien que vous n'êtes pas poursuivi pour assassinat. L'instruction n'a pas retenu la préméditation. Alors expliquez-nous, pour quelle raison êtes-vous allé le trouver? J'avais l'intention de lui faire mal, de le blesser, bafouille l'accusé. Caroline se lève brusquement et quitte la salle. On l'entend hurler son désespoir dans la salle des pas perdus. Le directeur d'enquête, major à la brigade de recherche de Parthenay, se présente à la barre. Il dresse la liste des incohérences dans le récit d'Hervé Granier. Elles sont nombreuses. D'abord, selon ses amis, Frédéric Boisgrolier ne s'éclairait jamais à la bougie. Ensuite, les experts ont découvert des traces de carburant dans les décombres du mobil-home. Or, quelques jours avant le drame, Caroline avait acheté un bidon d'essence. Il n'a jamais été retrouvé. S'il y avait de l'essence, c'est à cause des hydrocarbures qui entrent dans la composition des panneaux isolants du mobil-home. Se défend l'accusé. À votre sortie de prison, vous pourrez toujours vous reconvertir en expert incendie. Cingle la présidente. Autre indice compromettant, le fameux couteau, qui n'appartenait pas à la victime. En revanche, d'après plusieurs témoins, l'accusé en possédait un du même modèle. Enfin, Frédéric a reçu 5 coups de lame qui, d'après le légiste, n'ont pas été portés au hasard. Il visait le foie, l'estomac, les reins. Des coups pour tuer. Mon opinion, résume le sous-officier de gendarmerie, c'est que l'accusé ne s'est pas rendu chez son rival avec de bonnes intentions. Une conviction partagée par les 2 sœurs de la victime. Leur avis n'est pas anodin. Les 2 femmes sont toutes 2 d'anciennes gendarmes, rompues aux enquêtes criminelles. Verdict, 20 ans de réclusion criminelle. Hervé Granier encaisse en silence. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.